Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir deux experts en agilité et en analyse de la valeur. Alain Chaput, spécialiste en gestion de projets agiles, et Cédric Berger, expert en business analysis et fondateur de l'Université de la valeur. Bienvenue à tous les deux. Merci beaucoup. Cédric, Alain, à vous la parole. Le week-end. Fait que j'ai pu compléter cette présentation-là ce matin, très, très de bonne heure le matin. Fait que, il y a des choses, des fois, Monsieur, au niveau de l'animation là, qui ne fonctionnera pas très bien. Est-ce qu'il y a... oui, Monsieur Oui. Daldoul? Oui, sur mute. Oui, un petit peu. C'est bon. Alain, t'es sur mute. Exact. Ça marche. Bon, c'est moi qui est sur mute. OK. Désolé. Donc, je reprends. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. On est content de venir présenter ce qui nous anime, comment mesurer et maximiser le succès de nos projets. Donc, comment mesurer la valeur dans nos solutions qu'on développe. Donc, rapidement, on s'est déjà présenté, Cédric, tu peux continuer. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de vous... Bon, c'est un webinaire, c'est certain qu'on va aller rapidement sur les concepts, mais on veut vous outiller, débuter une réflexion sur comment mieux définir, mesurer et maximiser le succès de nos projets. Alors, on va mettre en lumière la responsabilité qu'on a en tant que chef de projet et analyse d'affaires face à l'optimisation de la valeur dans nos projets à travers l'approche qu'on va vous proposer, une approche collaborative qu'on a appelée Value Design. Donc, notre agenda rapidement, les points qu'on va adresser, on va commencer par repenser le succès de projet. Hein. Là, on va voir comment le PMI, les spécialistes en gestion de projet, ainsi que les analystes d'affaires, voient le succès de projet depuis quelques années, ça a évolué. Principalement, probablement par l'influence de la communauté agile au sein du PMI. Moi, je suis formateur PMP, justement, comme Claire disait, là, pour les chefs de projet. Je suis formateur aussi de tout ce qui touche la discipline agile, où on met au cœur la livraison de la valeur. Ensuite, on va regarder comment mesurer avec Cédric, maximiser. On va regarder des cas pratiques et puis comment suivre et s'adapter en continu pour maximiser la valeur. Et ensuite, on pourra répondre à vos questions. Il y aura une période de questions. Donc, premier sujet que je veux vous parler, c'est le succès de projet. Comment on a défini le succès de projet depuis des années et comment ça a évolué dans le temps, dans les dernières années. Et notre responsabilité, je vois trop souvent dans les projets que j'accompagne, moi je coach les organisations à l'optimisation de la valeur, je coach les chefs de projet, les product owners, les équipes de réalisation de projet, et ça dans différents secteurs. Et trop souvent, on se concentre sur des paramètres de succès qui ne sont pas toujours optimales. On va regarder ça. Donc, historiquement, tout le monde connaît, je pense, le triangle d'or depuis des années 50, qu'on a défini le succès de projet à travers les paramètres de portée, périmètre, coût, le budget et l'échéancier. Et on s'est dit, si on livre on time, on budget, on va avoir un succès. Donc, ce qu'on a fait pour avoir du succès, c'est qu'on a mis en place des processus. Ceux qui connaissent bien le PMBOK connaissent les 49 processus de gestion de projet. Et puis, on a mis des pratiques, des indicateurs, etc., qui favorisent le suivi de ces paramètres-là pour avoir du succès. Donc, vous êtes un bon chef de projet si vous livrez selon ces paramètres-là. Ensuite, on s'est donné des indicateurs pour se prendre des décisions en cours de route, pour suivre notre triangle d'or. On s'est donné des indicateurs. Vous connaissez probablement l'analyse de la valeur acquise, là, qui nous donne des indicateurs de variation de coûts, des variations d'échéanciers, qui nous permettent de nous projeter aussi dans le temps avec des estimations futures. Mais toujours, ces indicateurs-là sont axés sur
les échéanciers, les coûts, le triangle d'or, et avec peu de regard sur la valeur d'affaires, les objectifs qu'on poursuit, les résultats du projet. Trop souvent, quand j'accompagne les organisations, on me dit, moi, mon travail en tant que chef de projet, c'est de livrer ce qu'on a planifié et j'exécute ce qui est planifié. On continue. Ce qui amène que des croyances qui se sont incarnées dans nos pratiques, dans nos façons de faire, puis dans notre tête, c'est que ben, si on complète un projet en fonction des paramètres, de budget des chantiers, hein, ben, on va nécessairement avoir les bénéfices. On a planifié quelque chose en départ, on l'exécute, on le livre, ben, nécessairement, on a un succès, donc on a livré la valeur. Donc, si vous pilotez avec succès le projet, vous aurez un succès. C'est pas mal les croyances qu'on s'est données. OK? On continue. Donc, si on regarde par contre l'évolution des dernières années du PMBOK 6 au PMBOK 7, la Bible des gestionnaires, les standards en gestion de projet, bien, il y a eu un changement de paradigme. De plus en plus, on va parler, au lieu des processus, de s'assurer qu'on a des processus clairs qu'on peut suivre, puis si on suit ces processus-là, on va avoir du succès. Mais on est davantage axé sur les domaines de performance et des principes de gestion de projet qu'on s'est donnés. Et dans ces principes-là et ces domaines de performance-là, bien, vous allez voir qu'on retrouve la valeur, hein, ici. Donc, on vient demander aux chefs de projet et aux équipes qui en découlent, les analyses d'affaires en font partie, bien entendu, mais on vient leur demander de s'assurer de bien contrôler la valeur. Hein. Puis on a mis en place de plus en plus des approches agiles ou hybrides, disons, hein, pour suivre la valeur, pour essayer d'optimiser cette valeur-là. On poursuit. Donc, si on regarde vite à haut niveau, les principes de gestion de projet, ben, le premier, c'est se concentrer, un des premiers, c'est se concentrer sur la valeur. Hein, il faut s'ajuster constamment, aligner le projet sur les objectifs d'affaires. Donc, si on va rapidement sur les détails, ben, la valeur devient un indicateur ultime. On veut créer de la valeur tout le long du projet, idéalement, tout dépendant du contexte, bien entendu, où on va livrer à la fin ou plus tard. La valeur devient, les bénéfices qui en contribuent là, devient au cœur, pardon, la valeur et les bénéfices devraient être mesurés de façon quantitative et qualitative. Et nos équipes devraient se concentrer sur la livraison de valeur. Donc, comment donner du sens à nos équipes pour qu'ils comprennent hein, pas seulement les activités qu'on fait, mais comment on peut optimiser les résultats qu'on cherche à obtenir dans nos projets. Fait que ce sont des principes à haut niveau. Hein. Donc, un autre principe qui s'ajoute à ça, c'est ben, dans le domaine de performance, il va falloir mesurer la valeur. Il va falloir prendre des décisions axées sur des nouveaux paramètres qui ne seront pas nécessairement les paramètres de la valeur acquise pour s'assurer qu'on prend les bonnes décisions en cours de route et qu'on utilise les indicateurs fiables qui vont nous permettre de prendre ces décisions-là pour avoir du succès et livrer de la valeur. Parlant de succès, récemment, si on parle de quelques mois, c'est tout nouveau, le Project Management Institute s'est concentré en consultant plusieurs experts à essayer de définir une nouvelle définition de succès. Okay? Vous pouvez la retrouver facilement sur Internet là, si vous faites Maximizing Project Success. Le rapport a été sorti récemment. Et la définition qu'on y retrouve, on s'est permis de la traduire pour vous aujourd'hui, c'est qu'un projet est réussi lorsque la valeur qu'il délivre justifie les efforts et les coûts qui ont été engagés. C'est là qu'on voit que dans cette définition-là, on retrouve, tu peux cliquer Cédric, on retrouve autant la partie exécution qu'on retrouvait dans le triangle d'or, et puis on retrouve également une définition qui vient étendre la responsabilité à la création de valeur. Donc, si on ne crée pas de valeur ou si on n'optimise pas la valeur, on a beau de livrer le plan initial, est-ce qu'on a un succès automatiquement? Eh bien, maintenant, on dit que non. Ouais, clairement, la définition vient changer la donne. Alors, donc, ouais, tu veux y aller? Ouais, je peux parler de l'analyse d'affaires. Donc, bonjour à tous. Et également, la Bible de la business analyse, depuis 10 ans,
a défini l'analyse d'affaires, pardon, euh, comme une pratique qui doit apporter de la valeur à toutes les parties prenantes. Et elle fait partie, cette valeur, des 6 concepts du BACCM que propose IIBA. Elle est au cœur de ce que doit réaliser l'analyste d'affaires pour proposer des solutions qui répondent aux besoins. Exactement. Donc, ce qu'on arrive avec des responsabilités, bon, des responsabilités qui ne sont pas nécessairement nouvelles, mais qui mettent l'emphase sur la valeur, sur la responsabilité du chef de projet et des analystes d'affaires avec qui on collabore, et des équipes aussi, les experts, ingénieurs, architectes, etc., qui contribuent à venir optimiser la valeur produite. OK? Donc, comment qu'on va faire pour faire ça? Jusqu'à maintenant, je vous ai donné des concepts de haut niveau. Ben, pour faire ça, on va commencer par s'entendre sur la valeur. C'est quoi ça veut dire, valeur? C'est quoi la définition de la valeur? Mais il y a des gens qui ont pensé avant nous. Hein, Cédric, on n'a pas rien inventé. Donc, les organismes comme SAFE, l'AFNOR, l'ISO se sont penchés sur ces définitions depuis longtemps. Larry Miles, dans les années 40, a défini des concepts de valeur. Et là, on parle de la balance entre l'utilité et les coûts, ou en d'autres termes, la satisfaction des besoins pour l'ensemble de nos parties prenantes sur la consommation des différentes ressources. Hein. Quand on dit coût, on peut parler de ressources globales, hein, afin d'avoir le moins d'impact, on veut avoir le maximum d'utilité, le maximum de satisfaction par rapport aux ressources consommées. Et de D'ailleurs, long, ouais, vas-y. Ouais, d'ailleurs, on peut simplifier cette définition par cette équation souvent utilisée, qui est utilisée par cette norme européenne, qui est la valeur correspond à l'utilité sur le coût, voilà, ou de la satisfaction des besoins sur la consommation de ressources. Et puis, plus récemment, on a introduit dans cette définition de l'utilité sur coût cette notion d'opportunité et de risque, d'impact positif ou d'impact négatif, surtout dans ce contexte écologique, environnemental, où l'impact des produits sont à prendre en compte comme une utilité négative, ou il peut y avoir également des opportunités qui doivent être prises comme une utilité positive. Voilà. Donc c'est avec cette équation-là qu'on va continuer par la suite à définir et à chercher à maximiser cette valeur. Exact. Donc, nos experts, en tant qu'experts, chefs de projet et analystes d'affaires, hein, on vous demande d'être des héros. Hein. On vous demande de définir, d'analyser, d'optimiser, de mesurer la valeur. OK? Mais là, jusqu'à maintenant, je vous ai parlé de principes de gestion de projet, de nouvelles définitions de succès. Mais quels sont les moyens qu'on a concrètement, hein, pour mettre en place des bonnes pratiques dans nos organisations pour optimiser et réaliser cet objectif-là? Donc, c'est ce que Cédric aussi va nous parler davantage. Donc, comment on va mesurer la valeur. Alors, merci Alain. En effet, le tout, c'est de savoir comment la mesurer. Après, on regardera comment la maximiser, c'est-à-dire comment, une fois qu'on l'a mesurée, trouver les moyens de proposer des projets et des solutions qui créent le plus de valeur et qui apportent le plus de valeur. Alors, on va reprendre cette définition dont on a parlé il y a quelques instants, comme quoi la valeur est la comparaison entre l'utilité et les coûts en tenant compte des impacts. Et vous voyez apparaître ici 4 indicateurs que je vais vous expliquer et qui vont nous aider à mesurer cette valeur. Alors le premier, le plus simple, celui dont vous avez le plus l'habitude, parce que c'est plus financier là, et disons c'est plus quantitatif, c'est le coût. Donc un projet, une solution, un produit, vous arrivez à définir son coût, ou vous cherchez à le définir, vous avez l'habitude de le faire régulièrement, vous allez demander à des financiers, vous allez demander à des fournisseurs de vous dire combien ça va coûter. Alors attention, la seule remarque qu'on peut faire quand on parle de valeur, c'est de parler de ces coûts complets, coûts globaux,
On appelle ça aussi le coût de possession. Et plus dernièrement, ça s'appelle le coût du cycle de vie. Prendre en compte à la fois le coût à l'achat, mais le coût que va générer en formation, en maintenance, en recyclage, en tout un ensemble d'éléments, le produit, le projet, la solution qu'on va proposer. Donc ça, on est d'accord. À vous de le faire en tant que business analyst ou chef de projet ou à demander à des personnes de vous chiffrer ces éléments de coût. Le plus difficile, c'est tout ce qui est qualitatif. Et en l'occurrence, on va parler donc d'utilité. Comment mesurer cette utilité d'une solution, d'un projet, etc. Alors, on va commencer d'abord, je vais vous présenter deux utilités. D'abord, l'utilité pour les parties prenantes. Alors tout de suite, vous voyez une petite étoile sur les bénéfices, parce que souvent, on parle de bénéfices. En gestion de projet, on peut parler de bénéfices, mais attention, c'est une mauvaise traduction du terme benefit. Donc, ce sont bien les bénéfices. Quand on parlera de bénéfices, ce sont les bénéfices non financiers, l'avantage qu'on retire de quelque chose. D'accord? Ce ne sont pas les bénéfices financiers qui pourraient plutôt être traduits en profit en anglais. Donc, ici, on va donc chercher ces bénéfices ou cette utilité. On appelle ça aussi un besoin, finalement. Quels sont le besoin dont on veut répondre, auquel on veut répondre. En business analyse, une fois qu'on a défini ces besoins, on les appelle des exigences. En analyse de la valeur, on les appelle des fonctions. Enfin, peu importe, euh, il faut qu'on arrive à définir et à aller chercher l'ensemble de ces besoins ou de ces bénéfices attendus. Alors là, nous avons des spécialistes avec nous, ce sont les analystes d'affaires, ce sont eux qui ont cette professionnalisation de ce métier, d'aller chercher ces besoins. Donc, chef de projet, n'hésitez pas à faire appel aux analystes d'affaires pour récolter, avoir cette liste de bénéfices attendus. Et une fois qu'on va avoir ces bénéfices attendus, ici, vous en ai présenté un, qui est un besoin, c'est d'adapter des locaux, pourquoi pas. Et une fois qu'on a ce bénéfice attendu, on va le quantifier. Alors, le quantifier en déjà définissant quel niveau de satisfaction on a autour de ce besoin. Alors, soit le niveau actuel, soit plus tard, quel est le niveau de satisfaction qu'on souhaite avoir. Et c'est cette partie orange là, donc vous voyez, c'est orange-jaune, ça veut dire que le niveau de satisfaction, il est moyen là, actuellement. On a un niveau de satisfaction, ça veut dire que les locaux ne sont pas très bien adaptés. Voilà. Après, une deuxième élément de quantification, ce que vous connaissez aussi, vous l'utilisez régulièrement, c'est la priorisation en en MUSCO, c'est-à-dire en obligatoire, en vouloir, en nice to have ou en ne voulant pas ou très peu intéressant, à très peu d'importance. C'est comme ça qu'on pourrait traduire le MOSCO. Ici, on a mis que adapter les locaux, c'était quelque chose d'obligatoire. Vous voyez le petit onglet rouge. Et puis, on peut rajouter un troisième élément pour quantifier un besoin, ses bénéfices. On peut utiliser une approche plus marketing pour connaître l'attrait du besoin. Et là, c'est les modèles canaux qu'on connaît en business analysis, on en parle beaucoup, en agile aussi, et en marketing, on évoque beaucoup ces modèles canaux qui permettent de connaître l'attractivité de ce besoin auprès du client. Est-ce que adapter les locaux, vous voyez, là c'est vert, c'est attrayant. C'est vrai que pour quelqu'un qui va avoir occupé des locaux, d'avoir des locaux adaptés, c'est attrayant. C'est vraiment quelque chose qui va l'attirer dans les locaux. Ça aurait pu être quelque chose d'obligatoire, hein. Et donc, on rajoute ces trois facteurs
qui sont les facteurs de priorité, d'attractivité et de satisfaction à la mesure de cette utilité qui est adapter les locaux. Et on va faire, alors on peut en choisir un des trois, on peut en choisir les trois, peu importe, mais une fois qu'on aura défini ce niveau à chacun de ces besoins, on va prendre tous les besoins de la solution. Vous voyez, ici, on a tous les besoins de la solution. Et puis, on va faire la somme de tous ces besoins. On va regarder lequel est satisfait, lequel n'est pas satisfait. Et on aura le premier indicateur qui est le Business Value Index, c'est-à-dire l'index de la valeur métier que l'on va calculer en pourcentage de 0 à 100%. Donc, si on est à 100%, ça veut dire que tous les besoins sont répondus et en plus qu'ils sont les plus importants et qu'ils sont les plus attractifs. Vous voyez, ça sera en fonction de l'intérêt de la fonction qu'on va pondérer l'ensemble de cette satisfaction aux besoins. Donc, on aura un indicateur déjà en pourcentage de réponse aux besoins. C'est le premier indicateur qui nous permet de mesurer l'utilité. Après, il y en a un deuxième. Alors celui-là, on va y aller tranquillement pour bien que vous le compreniez. Et il a une véritable impact stratégique parce que il va permettre de répondre à comment nos projets, nos produits, nos solutions sont en adéquation avec la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire, est-ce que mon projet ou est-ce que mon programme, mon portefeuille est aligné aux objectifs de l'entreprise? Donc, c'est l'utilité pour l'entreprise ici. Alors, comment on fait pour calculer cet indicateur? On va le suivre étape par étape. Déjà, la première chose, il faut qu'on ait des objectifs stratégiques. Donc, prenons ici 5 objectifs stratégiques. Après ces objectifs stratégiques, on va demander aux directions de l'entreprise de les pondérer, c'est-à-dire de définir lequel des objectifs est plus important que l'autre. Alors, quelquefois, tous peuvent être au même niveau, mais souvent, on a une comparaison qu'on peut faire par objectif pour au final donner un poids. Donc vous voyez ici, l'objectif 1 a un poids le plus important. Il est plus important que les autres objectifs. Ouh. Ah, ça me fait rire, je voyais des vidéos comme ça où il y avait le chien, le bébé. Alors, on a ces poids qui ont été définis par rapport à ces objectifs. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on a un coût de la solution. Et bien, ce coût de la solution, ou le coût du projet, ou le coût d'un produit, on va le répartir par rapport à ces objectifs. La solution, elle contribue à combien d'argent pour répondre à cet objectif. Alors là, il y a des techniques qui permettent, à travers des arbres d'objectifs, de remonter les coûts vers l'objectif principal. Et ici, par exemple, on a une distribution du coût de la solution à 3 000 $, 200 $, 1 500, 2 500, 2 800 pour 10 000 $. C'est simplificateur, ce qui vous permet d'avoir des pourcentages d'argent qu'on va mettre sur l'objectif. On peut représenter d'ailleurs souvent sous forme d'un camembert où on voit ici que l'objectif 1 représente 30% de l'argent qu'on va dépenser. L'objectif 2, seulement 2% de l'argent de la solution du projet, ça sera pour l'objectif 2. Voilà. Et puis, on va comparer les deux, c'est-à-dire l'argent qu'on y met en pourcentage par rapport à l'importance qu'a cet objectif. Et vous voyez, l'objectif 1 qui avait une importance de 35%, on y met 30% d'argent. Pour l'objectif 2 qui avait 10% d'importance, on n'y met que 2% d'argent, etc., etc. Et avec cet écart qu'on va calculer,
eh ben, on va pouvoir définir la somme des écarts en valeur absolue. En fait, c'est un calcul d'écart, définir notre Strategic Value Index, c'est-à-dire le pourcentage de réponse aux objectifs stratégiques de l'entreprise, le pourcentage de réponse de notre produit, de notre projet par rapport aux objectifs stratégiques de l'entreprise. Ça veut dire que si j'ai un projet qui est à 100%, bah, il n'y aura aucun écart, donc il sera totalement aligné. L'argent qu'on y met correspondra à l'importance qu'on y met. Vous voyez? Voilà une deuxième manière et un deuxième indicateur que je voulais vous présenter, qui est le SVI. Et puis pour finir, on va parler des impacts, parce que la solution, elle a des impacts. Elle a des impacts sur les employés, sur les personnes qui vont l'utiliser. C'est ce qu'on noterait d'acceptable. L'acceptabilité par les personnes qui vont avoir à l'utiliser, ça a un impact social. Ça peut être aussi des impacts plus sociaux en termes environnemental ou autres. Mais on en reparlera parce que l'environnemental, ça sera plutôt le côté durable, durabilité. Et là aussi, votre produit, votre solution, vos projets auront peut-être des impacts plus ou moins environnementaux, donc sur la durabilité, on va aussi la mesurer. Et puis, il y aura cette faisabilité aussi. Est-ce que je suis capable de le faire facilement, difficilement? Est-ce que c'est atteignable, notre projet? Est-ce qu'il est atteignable? Notre produit, est-ce qu'il est faisable technologiquement, etc. Et là, une fois qu'on aura défini pour chaque produit ces éléments-là, on pourra mettre l'ensemble de nos projets, de nos solutions qui sont les points noirs ici, dans un tableau, une matrice, où on pourra mettre l'acceptabilité et la faisabilité. Et dans ce carré en haut à droite, vous aurez toutes les solutions, les produits, les projets qui sont les plus acceptables, c'est-à-dire, et les mieux faisables ou les plus faciles à faire. Et puis, vous avez aussi la durabilité qui est représentée dans la partie rond. Alors, avec tous ces éléments-là, pareil, chaque élément d'acceptable, durable et autres, eh ben, tous ces risques, tous ces éléments-là, on va les rassembler, là encore, dans un indicateur qui s'appellera l'IVI, l'Impact Value Index, l'index de l'impact de la valeur. Et on aura ainsi, pour chacune des solutions, pour chacun des projets, ce qui est positif, ce qui est négatif, traduit sous forme d'un pourcentage. Voilà. Donc, on a maintenant retrouvé nos 4 indicateurs. Vous les voyez ici, le BVI, le SVI, le IVI, qui sont des indicateurs qualitatifs qui vont nous permettre de mesurer l'utilité et l'impact. Et en axe horizontal, les coûts, les efforts, vous avez entendu parler, hein, le PMA parlait d'efforts et de coûts engagés. C'est le LCC dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le Life Cycle Cost, le coût du cycle de vie. Donc maintenant, comment on maximise l'ensemble de ces indicateurs? Ben, en fait, chaque solution, chaque projet va avoir un pourcentage, je vous l'ai expliqué, correspondant, pourcentage de réponse aux besoins, un pourcentage de réponse à l'alignement stratégique, un pourcentage d'impact et un coût. Donc, on va définir pour chacun des droites où vous aurez donc, vous voyez la droite qui correspond à celle qui est en orange, c'est celle qui aura le plus d'utilité avec le moindre coût ou le moindre effort. Donc là, on retrouve notre équation utilité sur coût, c'est-à-dire que si on a, on a le plus d'utilité avec le moins de coût, eh ben, on a un projet, une solution qui apportera plus de valeur. Et c'est comme ça qu'on va maximiser la valeur de tous vos projets, de tous les produits que vous pourrez proposer
à vos clients ou dans les programmes ou dans des portefeuilles. Alors regardons justement comment on va le mettre en œuvre. Je vais me dépêcher. Comment on va le mettre en œuvre? Eh bien, on va le mettre en œuvre de manière structurée, c'est-à-dire que, évidemment, on a plusieurs défis, vous l'avez compris. Il faut qu'on aille chercher les objectifs, il faut qu'on aille chercher les besoins. Voilà, les analyses d'affaires, vous êtes aux premières loges. Il va falloir trouver des solutions. Là encore, ça fait partie du job ou mettre en place tout un ensemble de projets qui va permettre de répondre à nos objectifs. On va aller chercher les coûts, on va aller regarder les impacts et on va chercher à maximiser les solutions qu'on va trouver, les scénarios ou les programmes qu'on va proposer. Donc cela, on le fait dans un cycle en 4 circonscriptions, en 4 boucles qui sera plus détaillé ici, c'est-à-dire qu'on va d'abord comprendre les objectifs de la demande. Donc, on a une demande, on va comprendre ces objectifs, essayer de définir la problématique. On ira chercher auprès de toutes les parties prenantes l'ensemble des exigences, des bénéfices attendus. On ira rechercher tout ça de manière itérative, évidemment, par boucle itérative. Puis après, on ira rechercher des idées ou des solutions ou des projets. On regardera quel projet permet de répondre aux bénéfices attendus. Et puis, on ira maximiser les solutions proposées pour créer le plus de valeur possible. Alors, cette démarche-là, je vais vous montrer quelques résultats de cette démarche-là, où là, ici, c'était dans un centre d'appel d'urgence. Il fallait qu'on définisse et trouver un nouveau produit téléphonique. Et pour cela, ben, on a comparé, comme vous pouvez le voir, non, les produits, certes, par rapport à leur coût, vous voyez, chacun a un coût, mais aussi par rapport à leur utilité, c'est-à-dire la couverture des besoins. Donc, on a été allé chercher les besoins, on a défini à combien ils étaient couverts, là, à 69%, vous voyez. Et est-ce que c'était faisable? L'éditeur nous le proposait de manière standalone, où il fallait faire des développements spécifiques, ou l'acceptabilité. Est-ce que, là, en l'occurrence, le sponsor, il trouvait que cette solution était acceptable ou pas? Et donc, avec ces éléments-là, on a défini une utilité et tracé nos fameuses droites qui ont mis en avant que le produit IP apportait le plus de valeur. De la même manière ici, c'était pour dans un logement, le logement social, le recyclage en deuxième vie du matériel que l'on retrouve dans les immeubles ou dans les condos. Là encore, on a défini plusieurs scénarios. On a regardé à combien il permettait de répondre à l'ensemble des besoins qu'on avait définis. On a défini pour chacun des coûts. Et là encore, on voit des droites de la valeur qui montrent quelles sont celles qui apportent le plus de valeur. Alors, par exemple, dans ce cas précis, euh, on a préféré commencer par celui qui apportait, euh, qui apportait le plus de valeur, ben, le plus de satisfaction aux besoins, mais avec le moindre coût. Donc, on est plutôt parti pour la première étape sur le scénario 1 qui n'apportait que 26% de satisfaction, mais qui ne nous coûtait que 50 000. Puis après, on s'est dit, on fera l'année d'après le scénario 5 qui nous permettra de rajouter un petit peu d'argent, mais qui nous permettra de monter à ce moment-là jusqu'à pratiquement 50% de satisfaction. Voilà. Pour les projets, pareil, ici, on était dans une société qui fait de l'événementiel. On avait des projets informatiques pour un montant de 4,8 millions et leur budget n'était que de 3 millions. Donc, comment faire pour sélectionner, prioriser les projets pour qu'on puisse rentrer dans le budget de 3 millions? Pareil, on a pris pour chacun de ces projets, on a regardé
de quelle manière il répondait aux besoins, le fameux BVI, et vous voyez les courbes apparaître par rapport au coût de chacun de ces projets. On a identifié 3 zones de création de valeur, c'est-à-dire les 4 premiers projets répondaient beaucoup et rapidement aux besoins en dépensant le moins d'argent possible. Après, on avait la zone orange dans laquelle on avait un peu moins de création de valeur. Et puis la zone rouge où on était là encore moins créatif de valeur. Et on a ordonnancé par celui qui créait le plus de valeur jusqu'à celui qui créait le moins de valeur, en cumulant les coûts, on arrive à montrer que finalement, pour 1,8 million, on atteignait pratiquement 80% de réponse aux besoins et que avec les 4,8 millions, on était à 95%. Donc finalement, on avait un écart de 15% de réponse aux besoins pour un coût supplémentaire de pratiquement 3 millions. Donc, il a été choisi de prendre que les 6 premiers ou 7 premiers projets, d'arrêter le budget à 1,8 million, donc on était bien en dessous du budget proposé à 3 millions, et de rajouter les 1,2 million qui correspondaient au budget de 3 millions pour répondre plus ponctuellement aux trous dans la raquette, c'est-à-dire aux besoins auxquels ne répondaient pas ces premiers projets. Voilà. De la même manière, pour l'armement, on a priorisé 56 projets à partir de cette réponse aux besoins et aux coûts. Et vous voyez ici, de la même manière qu'il y a un plateau où, pour 1,5 million, on avait 36 projets qui répondaient à 61% et pour 4 millions, 70%. Donc, c'est vrai qu'on a un écart là encore de 2 millions. Donc, on a proposé déjà de commencer par ces 36 premiers projets et de réfléchir après à voir comment on travaille les besoins dont on n'a pas répondu avec ces 2,3 millions. Et généralement, là, on va couper beaucoup et permettre de dépenser moins que 3,8 millions sur un budget. Voilà. Et en plus, eh ben, ces étapes que je vous ai montrées tout à l'heure, les cycles de PECH, là, eh ben, on le fait en 24 heures. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, on le fait en 8 séances de 3 heures, cadrées, structurées, animé par un facilitateur et au final, on arrive à pouvoir sortir les résultats que je viens de vous présenter. Voilà. Merci pour votre attention. On va laisser la parole à Alain pour conclure et pour nous présenter justement que tout ça, par la suite, eh ben, on va suivre cette valeur. Exact. Puis l'approche qu'on vous propose, là, l'approche de 24 heures, c'est bien sûr une approche collaborative. Quand on fait 8 sessions de travail, on travaille avec l'ensemble des experts, c'est concentré, c'est là qu'on a besoin de facilitation, puis sortir les informations qu'on a besoin. Donc ici, on va regarder maintenant là, qu'on a défini notre valeur, ben, il faut la suivre hein, pendant la livraison. Donc, on a encore une fois, si on revient au principe de gestion de projet, ben, pendant qu'on livre, comment qu'on peut s'assurer qu'on livre la valeur? Parce que là, jusqu'à maintenant, on a regardé en amont du projet, on a défini, on a choisi les meilleurs projets, on a choisi les meilleures solutions. Donc, ce qu'on propose, c'est de jumeler l'approche à une approche hybride agile. Tu peux continuer. Donc, à l'insérer, comme on peut voir dans le schéma suivant, donc dans notre stratégie, avec notre indicateur de stratégie Value Index, dès le départ, pour aligner les bons projets au niveau portfolio. Et ensuite, au niveau gestion de projet ou gestion de produit, ben, aligner, prioriser nos différents besoins d'affaires et s'assurer qu'on optimise la valeur en priorisant les fonctions qui ont le plus de valeur. Et finalement, une fois livré notre solution, ben, il faut valider.
C'est pas parce qu'on a dit qu'on a livré de la valeur on va la réaliser. Donc, on se doit d'aller faire une rétroaction avec nos clients. Est-ce que la valeur livrée a bien rencontré la satisfaction de nos utilisateurs? Et bien entendu, on a déjà les indicateurs de coût qu'on est bon en gestion de projet. Ça fait des années qu'on a nos indicateurs de coût. C'est là qu'on faut ajouter nos indicateurs de valeur. Donc, on fait ça, puis on s'améliore en continu. On continue à améliorer tout le long du cycle de création la valeur. On essaie d'optimiser la valeur tout le long de la livraison. Alors là, on a un schéma qui montre justement nos droites de la valeur. Donc ici, la droite orange, c'est celle qu'on a sélectionnée quand on a fait la maximisation qu'on a vue tout à l'heure. On a sélectionné cette droite, cette valeur et ce projet-là, ou l'ensemble de ces projets-là. Et incrément par incrément, on va identifier la valeur qu'on a créée, la BVI, la Business Value Index, et le coût qu'on a dépensé pour chaque incrément. Et on va suivre comme ça tout au long du développement, tout au long de la mise en œuvre du projet, l'ensemble de la création de valeur. Et au final, lors de la livraison, on pourra montrer euh, à savoir, est-ce qu'on est au-dessus de ce qu'on avait prévu comme valeur? Là, en l'occurrence, vous voyez, la droite verte est plus haute, donc on a créé plus de valeur qu'attendu. On aurait pu en créer moins. Enfin, on a un indicateur ici de suivi de la valeur. Exactement. Donc, c'est certain que on vient de vous faire ça en 45 minutes. C'est rapide, on est conscient de ça. Donc, on vous invite, bien entendu, à pratiquer l'analyse de la valeur. Moi puis Cédric, on est là pour vous accompagner si vous voulez faire des sessions de travail, des formations en analyse de la valeur. Donc, comment qu'on peut rapidement l'appliquer assez tôt dans la gestion de projet, en passant. Hein. On veut trop souvent, on nous appelle trop tard, les solutions sont conçues, etc., puis on se rend compte que ça coûte trop cher, etc. Le plus tôt est le mieux pour bien sélectionner nos solutions, puis optimiser la valeur et partir du bon pied nos projets. Et par la suite, suivre notre valeur en cours de route. En effet, et d'ailleurs, on ira détailler lors des deux prochaines conférences là, que IIBA Québec et PMI Lévis Québec dont on vous a parlé, là, le 8 mai et le 15 mai. 15 mai. 15 mai, c'est ça. Ouais. On illustrera cette méthodologie. Hein. On vous montrera, on prendra un cas et on démontrera étape par étape comment aller à cette mesure de la valeur et cette maximisation de la valeur. Et puis, n'hésitez pas, voilà, on propose avec d'ailleurs un rabais pour les membres de IBA et du PME de venir vous former. On propose des certifications pour que vous deveniez des professionnels de value design. Voilà. Merci à tous. Bon, merci. Quel beau contenu. On commence la période de questions et réponses. On a 3 questions dans notre chat. Mais avant, je partageais avec vous les codes de PDU. Donc, c'est dans le oui. chat. On a une question des Ibitsam. Je pense que c'est correct. Cette répartition s'est faite à l'initiation, étude de faisabilité, business case. Je pense que c'était concernant le début de la présentation. Alors, tu veux que je réponds, Alain, je réponds et Vas-y. puis Alain complétera. Ouais. Dans le business case, en effet, c'est très, très, très utile pour, dans cette étude préliminaire, définir justement la vision et vers quoi et quelle solution serait la meilleure en termes de création de valeur. Donc, on l'utilise très souvent dans cette phase-là de business case. Et puis, en gestion de projet, Alain? Ben, c'est aussi, hein, la gestion de projet, on a la phase d'initialisation et la phase de planification. Ben, il faut raffiner notre analyse de valeur à ce moment-là, hein, au niveau des solutions, pour s'assurer qu'on optimise encore une fois les budgets qu'on a. Fait que
Moi, je dis souvent que c'est un never-ending story là, de travailler tout le long du cycle de création de la valeur, tout le long du cycle de projet, à tenter d'optimiser la valeur. Donc, on l'utilise tôt, puis on revient fréquemment revoir euh, sous forme itérative et incrémentale comment on peut s'assurer qu'on livre la valeur. Et ces concepts-là sont de plus en plus utilisés. Ceux qui vont, peut-être qui pensent que l'agilité, c'est juste en informatique. On voit de plus en plus de projets en construction, par exemple, qui se font de façon collaborative et qui intègrent la valeur dès le départ, et puis ensuite qui réussissent à pivoter en cours de route quand on se rend compte qu'on n'est pas en train d'optimiser la valeur selon la valeur prévue. OK. On a une autre question de Serge. Coût de la solution égale le coût global présenté en premier. Je pense que c'est ça la question. Alors, peut-être que Serge veut parler de ce life cycle cost, donc le coût du cycle de vie, le LCC. Il est calculé justement de manière globale. On l'appelait aussi le TCO, le Total Cost Ownership, le coût de possession, total de possession. C'est véritablement d'aller chercher pour un projet, pour un produit, l'ensemble des coûts, pas seulement celui de l'achat, si c'est un produit, ou pas seulement celui des personnes qui vont travailler dans le projet, mais tout ce que ça va impacter comme changement, comme formation nécessaire, comme intégration de la solution dans l'entreprise. Tout ça, ça doit être pris en compte dans le calcul du coût. Ouais. Dans le calcul du coût aussi, on intègre aussi des paramètres de consommation de ressources qui peuvent être, je ne sais pas, mais faites une solution qui implique l'utilisation d'eau dans votre processus. Ben, lequel des processus va consommer, lesquelles des solutions consomment le plus d'eau va venir affecter notre calcul de la valeur. Donc, on n'oublie pas que dans le coût qu'engendre, c'est l'utilisation des ressources qu'on a appelé là, le coût. OK. Et là, Serge a mis un commentaire. Les coûts, on parlait des coûts utilisés pour la répartition des objectifs aussi. Ouais. Oui, Oui, ah d'accord. Il voulait oui, savoir comment on a réparti les coûts par objectif. En oui. fait, euh, on va le faire moins, par, par, par solution, bah, par composant des solutions qu'on va utiliser, ou par euh, petits projets ou petites actions qu'on va mener pour répondre à chacun des objectifs ou des bénéfices attendus. Et on va les remonter parce que plusieurs bénéfices attendus correspondent à un objectif précis, l'objectif numéro un. Vous pouvez avoir plusieurs bénéfices attendus qui permettent de répondre à cet objectif numéro un. On le retrouve en OKR, si vous connaissez la méthode ou l'approche OKR. C'est cette démarche en cascade. On va remonter après par rapport au plus bas niveau d'un arbre, si vous voulez. On va prendre et décomposer tous les coûts de notre produit et remonter au niveau de l'objectif. Mais je vous le montrerai si vous venez nous voir euh, lors des conférences. On a une question des modes. Est-ce que le facilitateur méthode de 24 heures doivent être CVS ou VMA ou s'ils doivent faciliter sans nécessairement avoir les connaissances techniques? Alors, Attends, je vais répondre, Cédric, s'il te plaît. Euh, les certifications, juste pour mettre en contexte, les certifications CVS et VMA seront les certifications de Save International, qui est un organisme américain qui certifie les professionnels en analyse de la valeur. OK? Juste pour qu'on se comprenne la question. Mhm. Est-ce qu'on a besoin d'être certifié pour faire de la facilitation? La réponse c'est non, bien entendu. Une certification, c'est une certification. Mais j'ajouterais qu'on s'attend à ce que la personne connaisse bien l'analyse de la valeur et qu'elle a des compétences en facilitation, bien entendu. Hein, on parle de faciliter des groupes multidisciplinaires qui peuvent varier entre 10 et 20 personnes dans lesquels on les fait cheminer et converger vers une solution en 24 heures. Là. Donc,
c'est nouveau pour vous, là. Je vous conseille pas de commencer demain matin à faire à inviter du monde dans 20 personnes dans 8 sessions. On a des défis à chaque fois. On peut avoir des défis, là. Mais c'est vrai que par contre, ben, pour complémenter, les certifications en business analyse, là, CBAP ou autres, bah, ont déjà une grosse partie de connaissances, d'acquis, parce que ils savent aller rechercher ses besoins, ils savent aller chercher des solutions. Les gestionnaires de projet aussi, quand ils sont certifiés, ils ont des techniques qu'ils ont déjà acquises. Donc, avec ces certifications de chef de projet ou d'analyse d'affaires, vous avez déjà une longueur d'avance pour la compréhension des principes complémentaires qu'on pourra apporter et qui vous facilitera justement la mise en œuvre de ces démarches de valeur. Si. Une question d'M. Bouchard. Est-ce qu'on pourrait utiliser le terme menace pour les impacts négatifs au lieu des risques? Ouais, Pour, redis, j'ai pas entendu. pour faire attention, est-ce qu'on peut utiliser le terme menace au lieu de Ah, terme risque? menace. Ah, ouais. Parce que faut juste faire attention parce que il existe des standards dans la gestion des risques. C'est des mots utilisés beaucoup en gestion de projet. Un risque, ça peut être autant positif que négatif. C'est pas nécessairement une menace, c'est pas nécessairement négatif. Fait que juste faire attention quand on change les mots. Les définitions il y a des définitions normées là, qui existent là, par rapport à la gestion de risque, c'est pratiquement un métier en soi. Si vous allez sur le site du PMI, vous allez trouver des documents, là, des standards de gestion de risque. C'est juste mon petit warning avant de changer les termes. Cela dit, quand vous travaillez dans votre organisation, si tout le monde comprend le mot menace, c'est ça qu'ils comprennent, pourquoi pas, là. Il faut faire, c'est le gros, ça devient le gros bon sens. Good, merci. On a une dernière question d'Yves. Lorsqu'on veut prendre en compte les risques et opportunités, est-ce que la formule est bien valeur? C'est bien une question pour concernant la formule valeur est égale utilité moins le risque, juste pour confirmer la formule. Oui. En fait, le, les impacts, les risques font partie de l'utilité, ben, sont additionnés à l'utilité, sont complémentaires de l'utilité. C'est-à-dire qu'un risque négatif, c'est une utilité négative ou un impact négatif, ça sera une utilité négative. Et un impact positif, ça sera une utilité positive. Donc, on va l'intégrer, cette équation utilité positive, utilité négative, dans l'ensemble des éléments qualitatifs sur l'équation utilité sur coût, où les choses plus quantitatives seront au dénominateur dans ce qu'on appelle la consommation de ressources. Merci beaucoup. Bon, c'est bien. La dernière question de Sébastien. Euh, Bien que le projet ait respecté la portée et selon les calculs et formules, euh, et a bien porté de la valeur, client est insatisfait du résultat. Quelle stratégie adopter dans ces cas-là? Donc, tout est bien respecté, la portée, le calcul, les formules, tout est correct. Mais le client est insatisfait. Quelle stratégie Bah, adopter dans ces cas-là? non, non, mais attends, et pourquoi il serait, ben, si le client a défini ce qu'il voulait, donc, c'est étrange qu'il soit insatisfait du résultat. Si on a répondu à ce qu'il voulait, et s'il a bien défini, c'est pour ça qu'on parle de ses bénéfices attendus, de ses besoins, de ses exigences. Si tout ça a été validé par le client quand on les a élicités, bah, il serait malhonnête de sa part de dire que maintenant il est insatisfait des besoins qu'on lui a répondu, si c'était ses besoins. Donc voilà, la stratégie, elle sera toujours, il y a toujours des marges d'erreur,
où il y a toujours des marges d'incompréhension, on va dire, que le business, l'analyse d'affaires connaît bien et qu'il faut aller s'assurer on a le bon besoin. Voilà, on est Bon, là. merci. Bon, avant de terminer, je vous invite à prendre quelques instants pour remplir le sondage que vous avez reçu par courriel. Vos retours sont précieux pour nous aider à nous améliorer et à mieux répondre à vos attentes. Un gros merci à Alain et Cédric pour cette conférence très, très, très enrichissante. Un gros merci aussi à Claire pour votre aide avec l'organisation, la coordination avec nous. Bon, restez connectés avec nous sur nos réseaux sociaux pour ne rien manquer de nos prochaines activités. Bonne journée à tous et à la prochaine. Bye bye.